Je vais laisser la parole à Eric Fornal qui va nous livrer quelques témoignages. Bonjour à tous et à toutes. En tant que secrétaire général de l'Association nationale des anciens prisonniers d'Indochine, j'ai eu l'honneur et le bonheur de rencontrer un certain nombre des personnages que vous avez vus dans le film de Jérôme à l'instant. Malheureusement, ils ont tous rejoint les oies sauvages aujourd'hui. Le temps imparti est en cours. Je voulais raconter quelques anecdotes. Tout d'abord, il faut bien se rendre compte que les hommes que vous avez vus cet après-midi étaient les victimes d'une tragédie. Les chiffres, on les connaît, 5000 morts, tués, portés disparus, faits prisonniers en une semaine. Le premier BEP commence l'opération à 600, ils reviennent à 23. Ils laissent leur chef de corps, le commandant Pierre Segretin, dont vous avez vu Étienne tout à l'heure vous parler et qui signera son livre sur notre stand tout à l'heure. Unique chef de corps tué pendant cette bataille. Le bataillon de marche du 8e régiment de tirailleurs marocains du commandant Arnaud, 450 hommes en début de bataille, 7 survivants. Parmi les 7 survivants, une grande figure de la NAPI, dont une rue porte le nom depuis le mois de juin à Étampes. Ça nous a fait plaisir parce que ce n'est pas un officier, c'est un petit caporal-chef. Il s'appelait Aimé Trocmé. À la suite de la sortie des gorges de Cogza, pendant 3 jours et 3 nuits, il a erré tout seul, sans manger, sans boire, au milieu des Viettes. Et il a été récupéré par une patrouille du 3e REI. C'était un survivant extraordinaire. Et ce qui l'avait marqué, c'est qu'à la sortie de l'affaire de Cao Bang, il n'avait pas fini son séjour en Indochine. On l'a envoyé au centre du Vietnam, dans un régiment de tirailleurs marocains, en Annam. Jamais un officier, jamais un sous-officier ne lui a posé une question pour savoir ce qui s'était passé. Personne. Enfin, dernier chiffre, le 3e BCCP, vous l'avez vu, un bataillon moribond, ils allaient rentrer en métropole, 300 hommes, à peine 7 survivants aussi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, les gens qui étaient en service, je m'en souviens d'une discussion que j'avais eue avec le colonel Luciani, un héros du premier BEP à Dien Bien Phu, mais qui à l'époque de Cao Bang était lieutenant du 2e REI en Annam, me disait, à l'époque, il faut se rendre compte qu'on n'avait pas de télé, pas de téléphone, pas de radio, on ne savait pas ce qui s'était passé sur la RC4. On avait compris qu'il y avait eu quelque chose, du grabuge, mais c'est après qu'on a découvert l'ampleur de la tragédie. Plus fort, j'ai connu un adjudant-chef qui était lui aussi sur la RC4, un sergent, à l'époque il était sergent dans la colo, il était chef de poste, sur la RC4 en dessous Langson, c'est-à-dire à environ 100 km des gorges de Donké. Lui me disait, je connais bien la RC4 sur un rayon de 15-20 km autour de mon poste, mais moi, les gorges de Donké, je ne savais pas où c'était, et on n'a pas compris ce qui s'était passé. Et pourtant, lui aussi était sur la RC4. C'est tout ça aussi qu'il faut comprendre comme ambiance. Alors, je ne reviens pas sur les combats qu'il y a eu. Je voudrais juste parler, puisque le temps m'est imparti, ce qui s'est passé à la sortie des gorges de Cogza, parce que là, s'est déroulé un fait d'armes, un peu comme ce qui me fait penser un petit peu ce qu'on apprenait autrefois à l'école, quand on faisait des humanités un peu gréco-latines, on apprenait l'histoire de la Grèce. Il s'est déroulé un fait d'armes comme peut le défilé, le roi Léonidas dans le défilé des Thermopyles. C'est l'aventure du BEP qui a fait sauter le bouchon à la sortie des gorges. Mais pour faire sauter ce bouchon, il y a eu des exploits qui sont tout à fait extraordinaires. Imaginez qu'à 4 heures du matin, ces garçons se lèvent, ils savent que pour eux, c'est la dernière aube, pour beaucoup. À 4h30, ils s'élancent dans la nuit, et en quelques minutes, la première compagnie de tête du lieutenant Chauvet, Big Boy, un personnage aussi, une grande figure de l'ANAPI qui nous a quittés il y a 4-5 ans, et dont l'épouse est une grande dame de l'ANAPI, Marie-Claire Chauvet. La compagnie est décimée en quelques minutes, tous les chefs de section sont tués. Arrive derrière une unité extraordinaire aussi, le peloton d'élèves gradés du lieutenant Falk. Je vais m'arrêter sur cet officier, pourquoi ? Parce que j'ai souvent questionné les officiers et des gens qui avaient fait plusieurs séjours en Indochine. Je leur demandais, mais dans tous les officiers que vous avez croisés, quel était le meilleur que vous avez vu ? Quel est celui qui vous a le plus marqué ? Le nom du commandant Falk, il était lieutenant à l'époque, est revenu souvent. Un jour, je m'en souviens, à Coët-Quidan, l'anecdote, il faisait une conférence avec le commandant de Saint-Marc, et il y a un officier dans l'assemblée qui se lève et qui lui dit « Mon commandant, qu'est-ce qu'il faut ? Quelles sont les qualités pour être un bon officier ?» Et là, le commandant Falk se lève et dit « Il en faut 2. Il faut l'orgueil et l'indiscipline. L'orgueil de servir dans une troupe d'élite, les paras ou la Légion. L'indiscipline, parce que si vous êtes un officier académique que vous sortez jamais du rang, vous serez un fonctionnaire en kaki, mais jamais un soldat. » Voilà, ça c'était le commandant Falk. Alors, à Cogza, il commande une unité tout à fait exceptionnelle qu'on appelle le peloton d'élèves gradés. Une centaine de garçons, les futurs cadres du BEP, caporaux, les sergents, pour les meilleurs, les sergents,
L'entraînement y est très dur. Il y a beaucoup d'Allemands à l'époque et on l'appelle la Volkssturmbrigade. Pour ceux qui ont lu des livres sur le front de l'Est, la Sturmbrigade, c'est les gens de la Waffen-SS qui appelaient comme ça les brigades d'assaut. Tout ça pour dire, vous imaginez l'entraînement compliqué, très difficile qui régnait dans cette unité, où tous les entraînements se faisaient à balles réelles, tous les déplacements au pas cadencé en chantant ou en courant. Ils sont arrivés en Indochine 4 mois avant l'affaire de Cao Bang et ils participent à toutes les opérations. Et après toutes les opérations, on débriefe. Leur cadre leur dit, voilà, là tu as bien manœuvré, là ça s'est pas bien passé, voilà pourquoi. Voilà un petit peu. Et le lieutenant Falk, lui, c'est un personnage tout à fait extraordinaire. Il a commencé dans le corps franc Pommiès, dans le sud-ouest, dans lequel servait aussi le futur adjudant Vandenberg. Et le maréchal de Latte l'avait repéré en personne pendant la campagne des Vosges et d'Alsace, dans laquelle le corps franc avait été versé à la première armée de Lattre. Et il avait dit à un de ses adjoints, lui, s'il redescend de l'attaque du col de Bussang, tu m'envoies ça tout de suite en école d'officier. Il a fait Coët, et après Coët, il a choisi la Légion étrangère. Il avait déjà fait un séjour au 3e REI, précisément sur la RC4, et il avait été fait chevalier de la Légion d'honneur à 22 ans. Quand on a 22 ans, qu'on a la Légion d'honneur, on est déjà un monsieur. Là, il revient, il a pris la tête du peloton d'élèves gradés du 1er BEP, et c'est lui qui va faire la paire 700, juste derrière la première compagnie. Dans cette paire 700, lui, il n'est pas derrière, il est au milieu de ses hommes, et il prend 4 balles. Pendant 3 jours et 3 nuits, il va agoniser le long d'un rocher. On l'a vu, le rocher, tout à l'heure dans le film de Jérôme, c'est la sortie du goulet d'étranglement à la sortie des gorges de Koksa. Il a agonisé 3 jours et 3 nuits. Les Viettes l'ont ramassé et pensant qu'il allait mourir, ils l'ont rendu à la France. C'est le seul, d'ailleurs, officier fait prisonnier sur la RC4 qu'ils ont rendu. Tous les autres sont partis en captivité. C'est le seul qu'ils ont rendu. Parce qu'ils ont cru qu'il allait mourir. Mais il n'est pas mort. Il a subi plusieurs opérations chirurgicales au Val-de-Grâce à Paris, où il a connu sa femme. Et il est reparti en 3e séjour au GCMA. Tout ce matin, Alain Juillet nous a parlé du groupement de commando mixte aéroporté. Et puis après l'Indochine, Roger Falk était commandant de compagnie au 1er REP, officier de renseignement pendant la bataille d'Alger, où il a brisé les réseaux pro-européens du FLN, puis commandant en second du 2e REP, et puis en 61, écœuré par la politique du général de Gaulle, il a quitté l'armée, mais il n'a pas quitté les armes pour autant, puisqu'il est devenu mercenaire au Katanga, au Yémen et au Biafra, à côté de Bob Denard. C'est lui qui l'a formé d'ailleurs. Et en 2010, la Légion qu'il a voulu lui rendre hommage, c'est lui qui a porté la main lors des fêtes de Cameroun en 2010. Porter la main à Cameroun, c'est un honneur suprême, c'est l'honneur suprême qu'on peut vous faire à la Légion. Il est décédé l'année d'après. Donc le 1er BEP, à la sortie des gorges, première compagnie anéantie en quelques minutes. Le peloton d'élèves gradés, 1 mort tous les mètres. 1 mort tous les mètres. D'ailleurs, vous l'avez vu dans le film, Charles-Henri de Piret, qui a écrit peut-être le plus beau livre sur la RC4. Si vous voulez vous offrir un livre, ou à Noël, si vous voulez offrir un livre sur la RC4, c'est celui-là qu'il faut lire, avec le livre d'Étienne Segretin. Ça s'appelle La route morte. C'est un conteur extraordinaire. C'est pas pour rien que le prix a eu un prix de l'Académie française. Arrive le reste du BEP à moitié décimé derrière, puis les tirailleurs. Vous vous imaginez le carnage pour arriver sur la côte 477, où était déjà arrivée la colonne Charton, du moins ce qu'il en restait, et puis les restes de la colonne Lepage, où tous les gens sont arrivés en désordre. Et là, les officiers ont fait ce qu'ils ont pu pour essayer de rassembler des groupes cohérents, des sections cohérentes, des compagnies cohérentes, pour rejoindre Tatke. Rejoindre Tatke, quand on est sur la côte 477 en face des gorges de Koksa, c'est 20 km à vol d'oiseau. 20 km à vol d'oiseau, mais ce n'est pas la forêt de Fontainebleau. C'est 20 km sur un terrain invraisemblable. Ceux qui ont déjà vu la carte qu'il y a autour de Cao Bang, regardez un petit peu les courbes de niveau, tout est marron. C'est des gorges extraordinairement profondes, c'est des cours d'eau, c'est une jungle impénétrable, c'est un paysage invraisemblable. Tout à l'heure dans l'Assemblée, j'ai vu mon ami Didier Rochard, qui connaît la RC4, qui a rencontré le général Giap d'ailleurs à plusieurs reprises. Il m'a dit sur la RC4, faut être en forme pour crapahuter dans ces paysages-là. C'est invraisemblable, il fait une chaleur à crever quand il fait chaud, ou alors il pleut à verse. Et le terrain, c'est invraisemblable. Donc 20 km dans ces conditions-là, avec 35 bataillons Viettes sur les bretelles, vous comprenez pourquoi, à l'arrivée, il en manquait déjà quasiment 5 ou 6 000, que quelques centaines seulement ont pu rejoindre Tatke, où, évidemment, on a largué en recueil le bataillon sacrifié. Il faut savoir que l'état-major, j'en ai eu souvent des discussions avec mon ami Cyril Bondroit, dont le père était au 3e BCCP,
l'état-major a fait un calcul sordide en balançant ses 300 derniers parachutistes. Le bataillon a été complètement anéanti. Il avait fait 2 ans de séjour et là, il rentrait du Laos, 6 mois d'opération ininterrompue pour réunir 250 hommes. Il a fallu trouver les cuistots, les secrétaires, les chauffeurs, etc. etc. C'est dit dans le film. Bon, mais l'état-major savait très bien qu'il serait sacrifié et ils n'ont pas voulu sacrifier un bataillon para tout neuf. Ils n'ont pas voulu balancer un bataillon de 600, 700 hommes. Ils se sont dit, bon, c'est les 250 derniers. Bon, voilà, le calcul qui a été fait, c'est un calcul sordide, mais c'est la réalité des faits aussi. Voilà. Donc, je ne vais pas m'appesantir plus longtemps parce que le temps est imparti et qu'on doit aller à l'étoile. Voilà. J'ai eu la chance de rencontrer ces hommes-là. Un de nos grands anciens nous a quittés encore au mois de septembre cette année. C'était Roger Cornet, l'ancien secrétaire général de l'ANAPI. C'était un ancien tabor marocain. D'ailleurs, il parlait marocain. Et d'ailleurs, c'est lui, sur ses propres deniers, qui de temps en temps envoyait de l'argent au Maroc. Parce que dans ces villages, ces anciens combattants étaient un peu oubliés. Et c'est lui, sur ses propres deniers, sur sa propre retraite, envoyait de l'argent pour faire survivre les familles de ses vieux compagnons d'armes. Voilà. Je vous remercie.